Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Marie Kaya, je suis éditrice à l'Institut national d'histoire de l'art. Je suis ici pour vous présenter rapidement, avant de laisser la parole à Mickaël et à Raquel qui sont là, la revue Perspective, qui est donc une revue d'histoire de l'art qui est publiée par l'Institut depuis 2006, qui est actuellement dirigée par Marine Kiziel et Mathieu L'Église, et qui a pour but de présenter l'actualité de la discipline histoire de l'art en France, mais aussi dans d'autres pays. En l'occurrence, dans le cadre d'une synergie entre la revue et le festival, dans la préparation de cette édition du festival, on a été amené à travailler sur l'histoire de l'art au Portugal et dans les pays lusophones. Et dans le cadre de ce volume sur l'histoire de l'art au Portugal et dans les pays lusophones, que vous voyez ici, nous avons proposé à Raquel Schaeffer de modérer en fait une discussion autour de José Ernesto de Souza. Et pour présenter un peu la revue à l'occasion du festival, il nous a semblé intéressant de revenir sur la personnalité de Ernesto de Souza de manière plus vivante et plus incarnée que dans les pages de la revue. Alors, pour juste dire un mot de la revue et de ses numéros pays, ils existent depuis la naissance de la revue. Donc nous publions 2 volumes par an, un volume thématique et un volume à ancrage géographique. En tout cas, jusqu'à l'année dernière, c'était le cas. Et le but de ces numéros, c'est d'expliquer comment l'histoire de l'art s'exerce dans d'autres pays, l'histoire de l'art, de la discipline histoire de l'art dans ces autres pays, et de faire connaître en fait ces manières de pratiquer l'histoire de l'art en France et aux lecteurs français et aux historiens de l'art français. Et là, ce numéro en particulier aborde de nombreux sujets qui sont abordés tout au cours de ce festival, tout au cours de ces 3 jours. Alors, je vais juste simplement rapidement présenter Raquel et Mickaël qui vont vous parler d'Ernesto de Souza. Raquel est historienne du cinéma, titulaire d'un doctorat sur le cinéma révolutionnaire mozambicain et le cinéma de la libération. Elle a enseigné en France, au Mexique, en Argentine. Elle a été chercheuse invitée en Californie, à Los Angeles. Elle travaille en ce moment sur un projet de post-doctorat à l'Université de Lisbonne. Elle est aussi programmatrice, membre du comité éditorial de la revue La Folia Humana. Et enfin, elle est cinéaste et elle présente dans le cadre de ce festival son court-métrage expérimental Avo Muidumbe, demain, samedi après-midi. Voilà. Mickaël est enseignant aussi, historien du cinéma, avec une thèse intitulée Cinéma portugais en révolution, qui est à apparaître. Il a été programmateur dans plusieurs festivals en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. Il est aussi éditeur, producteur, je crois, c'est ça. Et vous pourrez aussi l'entendre à nouveau sur le cinéma au moment de la Révolution des œillets, dimanche après-midi. Voilà. Tout d'abord, j'aimerais remercier Marie Kaya ainsi que Marine Kiziel et Mathieu L'Église et les organisateurs du festival, tout particulièrement Loïc Asson d'avoir organisé cette conversation. C'est un plaisir de discuter avec Mickaël et d'être présente à cet événement. Alors, grâce à l'invitation de la revue Perspective, j'ai eu l'occasion de coordonner ces débats autour de la figure et de l'œuvre d'Ernesto de Souza, qui est l'un des artistes les plus importants du XXe siècle au Portugal. Et pour ces débats, j'ai décidé d'inviter plusieurs spécialistes de l'œuvre d'Ernesto de Souza, dont Mickaël, le cinéaste Tiago Afonso, le chercheur et artiste António Contador, l'historienne de l'art Isabel Nogueira et la critique de cinéma et cinéaste Sabrina Marques.
Alors, l'ensemble de leurs perspectives, ces dialogues, restituent la richesse et la diversité de l'œuvre artistique d'Ernesto de Sousa et de son travail dans plusieurs domaines, dont la création artistique, le cinéma, le commissariat d'art et la pédagogie. Alors, j'ai l'intention de faire juste une brève introduction et ensuite, après avoir passé la parole à Michael, de me centrer sur un film élargi, pour reprendre la notion de Gene Youngblood, intitulé Almada, un homme de guerra, un film dans lequel Ernesto de Sousa essaye de revisiter de manière critique l'héritage du premier modernisme portugais, qui est une pièce centrale de son œuvre. Alors, Ernesto de Sousa est né à Lisbonne pendant la Première République, en 1921, ça fait 101 ans. L'année de la fondation du Parti communiste et de la nuit sanglante, la nuit sangrante du 30 septembre, le coup d'État qui a préfiguré celui de 1926 et les 48 ans du régime fasciste et colonial. On peut dire que cette figure est l'une des personnalités les plus complexes et prolifiques de son temps au Portugal et même au niveau international. Ernesto de Sousa était un artiste interdisciplinaire qui travaillait dans le champ des arts plastiques, du théâtre, de la photographie, du cinéma et qui a aussi mené un important travail curatorial, pédagogique, critique et essayistique. Dans la vie, comme dans l'œuvre d'Ernesto de Sousa, il y a une articulation entre la fonction sociale de l'art, c'est-à-dire la manière dont l'art intervient et transforme le champ social, donc à travers notamment son opposition politique et culturelle au régime fasciste colonial. On peut aussi remarquer son rôle fondamental dans la formation des publics et la manière dont il a toujours envisagé un type de récepteur actif, critique et libre, un spectateur pensant. Et d'autre part, cette dimension plus politique et sociale est enchevêtrée avec la revendication d'une dimension expérimentale de la création artistique. Un autre aspect qui est important de remarquer, c'est la manière dont cet artiste producteur contribue également à relier, au niveau de sa pratique exemplaire et aussi selon une perspective critique historiographique, les différents mouvements artistiques du XXe siècle, en particulier le modernisme au Portugal. On peut donc dire que son geste se fonde sur une logique de continuité et de retour. Ernesto de Sousa a commencé sa carrière dans les années 40 sur le terrain du néoréalisme et ensuite il a concrétisé une révision critique du premier modernisme portugais, notamment de l'œuvre d'Almada Negreiros, l'un des artistes les plus importants du premier modernisme portugais, ainsi que du travail d'Eduardo Viana et de Santa Rita Pintor. Mais parallèlement, Ernesto de Sousa a aussi contribué à relier les différentes générations artistiques au Portugal et à établir aussi des liens entre le mouvement artistique portugais et le mouvement de la néo-avant-garde internationale, notamment le mouvement Fluxus. Il a eu un rapport très étroit avec un artiste comme Joseph Beuys, par exemple. Alors, tel que souligné par l'historienne de l'art Isabel Nogueira, qui a participé au débat publié dans la revue Perspective, en 1972, à son retour du commentaire 5 à Cassel, Ernesto de Sousa déclenche, et je cite Isabel Nogueira, un processus de réflexion sur l'art portugais du moment. Un processus qui culminerait 5 ans après avec le commissariat de l'exposition la plus paradigmatique des années 70 au Portugal, Alternativas Zero, Tendências Polêmicas na Arte Portuguesa Contemporânea, Alternative Zéro, Tendance polémique dans l'art portugais contemporain, qui a eu lieu à la Galerie nationale d'art moderne à Lisbonne. Ayant lieu 3 ans après la révolution de 74-75, cette exposition,
qui réunit des opérateurs esthétiques. Ernesto de Souza utilisait beaucoup cette expression pour définir le travail de certains artistes, comme lui-même, mais aussi Alberto Carneiro, Ana Atterley, Fernando Calhau et Helena Almeida. Donc cette exposition qui réunissait tous ces artistes signale l'établissement d'un dialogue esthétique et politique de l'art portugais avec la scène internationale. Et de cette manière, cette exposition a questionné la téléologie selon laquelle il appartiendrait aux pays centraux de produire les expériences artistiques avant-gardistes. Donc on peut dire qu'à partir de ces moments, il y a, disons, des influences réciproques entre la scène artistique portugaise et la scène artistique internationale. En plus de ce travail très important dans le champ de l'art, Ernesto de Souza a été aussi une figure très importante au sein du cinéma portugais moderne. En 1946, il fonde le Cercle de Cinéma, l'un des premiers ciné-clubs au Portugal, qui a été rapidement interdit par la PID, la police politique du régime, ce qui entraîne la détention de l'artiste. Alors, Ernesto de Souza assume le ciné-clubisme comme une pratique de résistance esthétique et politique à travers notamment la divulgation de films expérimentaux et la réalisation d'ateliers de cinéma expérimental comme celui qui a lieu à Porto en 1965. Et cet aspect pédagogique de formation du public, mais aussi de formation aux techniques de création cinématographique est très important dans son parcours. En 1959, il fonde la coopérative du spectateur. Michael va parler un peu plus de ça, une structure qui a été fondamentale pour l'émergence du nouveau cinéma portugais. Puis, en 1962, il réalise Dom Roberto, le premier et seul long-métrage d'Ernesto de Souza, produit par la coopérative du spectateur. Et donc, ce type de production nous démontre que pour le cinéaste, la révolution des formes, c'est-à-dire le renouvellement du langage cinématographique, était indissociable d'une révolution de mode de production et du passage vers un mode de production collectif. Ces films, dont Roberto opère des passages entre le néoréalisme et le nouveau cinéma portugais, il contribue décisivement, même s'il a été très mal reçu à l'époque, pour la formation du langage cinématographique du nouveau cinéma portugais. C'est un film qui a été d'ailleurs primé au Festival de Cannes en 1963, mais Ernesto de Souza n'a pas pu assister au festival parce qu'il a été arrêté par la police politique, la PID, juste avant du festival. Je passe la parole à Michael. Bonjour à toutes et à tous, et je tiens à remercier aussi donc la revue Perspective, comme l'a dit Raquel, pour l'opportunité de pouvoir parler de cette figure qui est José Ernesto Souza. Comme l'a dit Raquel, je pense que je ne vais pas revenir sur les éléments de contexte, mais elle venait d'évoquer le cas de Dom Roberto, qui est donc le premier et grand film et seul long métrage en fait d'Ernesto Souza qui est sorti en 62, et le fait qu'il soit un film qui a eu un impact fort dans le nouveau cinéma portugais. J'aimerais peut-être insister sur 3 points dans mon champ de compétences. C'est vrai que cet article qui réunit plusieurs personnes, et comme l'a dit Raquel, des personnes qui viennent de pratiques différentes, artistiques différentes, ont tous eu une question finalement un peu clé qui était qu'est-ce que Ernesto Souza a eu comme impact sur votre propre travail artistique aujourd'hui. Et donc moi, c'est du point de vue du cinéma aussi que je vais me positionner, et je vais essayer de recontextualiser peut-être en trois grands points qui me semblent importants ce que Ernesto Souza fait ou a comme place dans l'histoire du cinéma portugais. Ça sera dans la continuité de ce que Raquel a dit. Dom Roberto, je vais en parler, mais en même temps, très brièvement, je suis désolé, je n'ai pas d'extrait du film. On aurait pu regarder un petit extrait du film pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Mais Raquel, je pense qu'on aura le temps, on va regarder un autre extrait juste après. Les 3 points sur lesquels j'aimerais m'arrêter, et justement le premier c'est lié à la coopérative du spectateur dont a parlé Raquel, c'est un des moments importants du nouveau cinéma portugais et de ce qui va arriver après, c'est la dimension collective. La dimension collective qui va noyer ou faire disparaître peut-être progressivement la notion d'auteur.
Et ça aussi, dans ce que Raquel a évoqué, le fait que ce soit un artiste qui a été proche de certains mouvements avant-gardistes, qui a été proche du mouvement Fluxus, cette place de l'artiste auteur et du nom de l'auteur qui s'impose, elle est remise en question par certains travaux d'artistes, et notamment par Ernest Sosa. Et donc, quelque part, de créer cette coopérative qui s'appelle la coopérative du spectateur, c'est une manière de remettre à plat, d'un point de vue horizontal, les pratiques artistiques. Ça venait aussi historiquement dans le cinéma portugais de l'importance du mouvement des ciné-clubs. Donc, il y a souvent, pour expliquer l'émergence du nouveau cinéma portugais qui apparaît dans les années 60-70, plusieurs points pour expliquer ce nouveau cinéma portugais. Il y a l'influence du mouvement des ciné-clubs qui est primordial. Il y a aussi le fait que les cinéastes qui vont créer ce nouveau cinéma portugais, pour certains d'entre eux, avaient été à l'étranger et avaient été au contact d'autres pratiques artistiques. Et donc, il va y avoir des phénomènes d'influence, à la fois des nouvelles vagues, on pourrait le dire rapidement, des nouvelles vagues européennes dans le champ du cinéma, mais aussi d'un certain cinéma latino-américain. Et il y a aussi l'idée que ce sont des gens qui sont parfois passés par l'exercice de la critique de cinéma, un petit peu comme en France. Donc, c'est aussi des artistes qui sont des artistes théoriciens qui réfléchissent déjà à leur pratique. Ça, il y a ces trois points-là. Moi, celui sur lequel je veux m'arrêter, c'est la dimension collective, parce que comme je l'ai dit, il a été une figure importante de l'émergence du mouvement des ciné-clubs. Ensuite, il crée donc cette coopérative, la coopérative du spectateur, qui, comme son nom l'indique, est une coopérative où en fait c'est une participation d'un ciné-club en fait, qui s'appelait Image, et donc il y avait une revue aussi qui était accolée à ce ciné-club, et donc c'est pas une levée de fonds, mais une collecte parmi les participants de ce ciné-club pour pouvoir financer en grande partie le premier film de Ernest Sosa qui s'appelle Dom Robert. Donc là, ça m'intéresse parce que les trois points que je vais vous évoquer, donc ça c'est le premier point, la dimension collective. Le deuxième point, Raquel l'a évoqué, c'est l'interdisciplinarité. Ce point-là, où l'interdisciplinarité, au début j'avais préparé transdisciplinaire, mais donc je voudrais pas qu'on rentre dans des débats trop pointu là-dessus, mais voilà, je pense qu'il y a cette dimension-là qui est très forte. Ernest Sosa, c'est une figure aussi, et ça, dans l'article je pense qu'on le voit, qui a un parcours, et comme Raquel l'a rappelé, qui passe par le cinéma, qui va passer par la pratique de la photographie, qui va évoluer aussi dans le champ du théâtre, de la théorie de l'art, de cinéastes, enfin de vidéastes aussi quasiment expérimentaux plus tard. Donc on est au croisement de beaucoup de pratiques. Il y a la dimension expérimentale aussi que tu as évoquée, et donc il y a cette idée de l'artiste protéiforme, avant-gardiste, et qui, voilà, selon les temps de l'histoire du Portugal, va se retrouver à être au contact de différentes pratiques. Donc cette dimension interdisciplinaire, c'est un peu mon deuxième point. Et le troisième point, Raquel l'a évoqué aussi, c'est la fonction sociale de l'art, et le fait qu'on a un artiste ici qui, en effet, va avoir une forme d'implication extrêmement forte et militante dans sa pratique. Et le terme que tu as souligné, je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais le fait qu'il parle plutôt d'opérateur esthétique me paraît être une expression aussi en cela assez marquante dans la façon de présenter ou de définir ce que c'est que l'artiste. Donc ces trois points-là, ils m'intéressent parce que ça me permet de faire un lien avec la période d'après, qui a été évoquée, c'est la période de la Révolution, dans laquelle va être mené à bout le projet Alternative Zero, donc Alternative Zéro. Et du coup, d'un certain point de vue, dans l'histoire du cinéma, on aime parfois aussi avoir des figures comme José Ernest Sosa, parce que le risque, c'est parfois de voir ou d'analyser dans le parcours de Ernest Sosa le fait que ce soit une figure anticipatrice, en quelque sorte. Mais je pense que c'est peut-être pas forcément l'idée que ce soit une forme d'anticipation, mais que c'est une forme justement de définition de ce que c'est que l'avant-garde et de l'expérimentation, puisque quelque part il fait un cinéma, disons, basé sur une dimension collective dès la fin des années 50, début des années 60, puisque Dom Robert c'est 1962. Or, au moment de la Révolution au Portugal, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un cinéma révolutionnaire collectif, basé sur d'ailleurs la coopérative comme organe de production de base. Et donc c'est quand même toujours intéressant de se dire qu'en 62 déjà Ernest Sosa avait posé ce principe, ce mot fort de la coopérative, même si c'est évidemment pas du tout les mêmes coopératives en termes d'outillage, de mise en pratique, de mise en forme, entre, comme j'ai dit, la coopérative de Ernest Sosa qui est plutôt une collecte
une mise en commun pour réaliser un film, et les coopératives des années 70 au Portugal sont des coopératives vraiment avec un partage de matériel, de rassemblement de personnalités qui veulent faire des films, etc. Donc il y a quand même ça qui est présent. Sur la transdisciplinarité aussi, je pense que c'est un trait caractéristique qu'on retrouve aussi beaucoup dans le cinéma de la Révolution également. Le fait qu'on ait à ce moment-là des artistes assez différents qui vont se retrouver pour créer, pour justement dans les coopératives aussi, faire soit des films, soit des expositions un petit peu moins, mais des photos aussi, ou du travail radiophonique. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également après. Et donc, Ernest Sosa l'avait déjà pensé, l'avait déjà vécu, l'avait déjà expérimenté, lui, dans son travail précédent. Et puis, le troisième point sur la fonction sociale de l'art, là, à la limite, j'ai pas beaucoup besoin de détailler, puisque le cinéma de la Révolution qui va arriver en 74-75, c'est un cinéma qui assume directement, voire peut-être même trop, le fait que l'art a une fonction sociale, voire une fonction non pas que sociale, mais d'intervention sociale. Et de ce point de vue-là, c'est un cinéma qui va être au contact des luttes sociales nées de la Révolution, qui va être au contact de mouvements d'émancipation qui vont pouvoir éclore complètement à ce moment-là. Et donc c'est intéressant parce que ce cinéma-là qui... J'ai glissé malheureusement sur mon sujet, mais mais parce que voilà, on en discutera peut-être dimanche du coup à l'autre événement, mais je ne vais pas m'étendre sur celui-ci, mais moi c'est comme ça aussi que je suis rentré dans la figure, je suis rentré, c'est mal formulé, mais que c'est par ce biais-là que je suis rentré dans la figure, que j'ai rencontré la figure d'Ernest Sosa, puisque quand on s'intéresse au cinéma des années 70, on finit par arriver ou revenir assez vite à Ernest Sosa aussi. Qui à ce moment-là est déjà peut-être un peu moins dans le cinéma et dans le cinéma qui est en train de se faire au moment de la Révolution, puisqu'il va plutôt accompagner des artistes comme Ana Atterley ou Fernando Callejon, et on va être sur un cinéma expérimental, sur des formes de montage extrêmement dynamiques et qui vont jouer plutôt sur la matière des images, alors que le cinéma à ce moment-là, c'est un cinéma pour le coup, qui est plongé dans un réel au sens brut du terme, avec les images de ce qui est en train de se passer dans le Portugal révolutionnaire. Donc voilà, il y a toujours ce décalage un petit peu, donc c'est pour ça que le terme, c'est peut-être pas la figure anticipatrice, mais il y a quelque chose d'avant-gardiste de fait, je pense la définition même de l'avant-garde, puisque des éléments ont été travaillés avant dans le parcours d'Ernest Sosa et finalement vont se concrétiser presque en décalage. Ce qui me ferait presque dire que le cinéma révolutionnaire portugais, peut-être, en cela, par rapport à Ernest Sosa, arrive trop tard ou arrive à un moment où finalement des éléments avaient déjà été posés ailleurs et par d'autres. Et du coup, voilà, on pourrait interroger ça aussi à travers ce prisme-là. Et puis il y a des points aussi sur lesquels je me disais que finalement dans le parcours d'Ernest Sosa, il y a aussi quand même des figures de contradiction. C'est finalement le côté expérimental qu'on a dans l'œuvre de Ernest Sosa. Justement, c'est pour ça aussi que je voulais dire, ça explique mieux peut-être ce que je voulais dire sur le fait que le cinéma révolutionnaire serait peut-être arrivé trop tard. C'est que la dimension expérimentale, on l'a beaucoup moins, parfois dans certains films de la Révolution. Contrairement à ce qui avait pu être tenté par Ernest Sosa. Et c'est là aussi que rentre en contradiction peut-être une définition de l'artiste, comme je l'ai évoqué, qui est un artiste où la figure de l'artiste ou de l'auteur, se serait effacée, serait mis dans le collectif, et où la pratique serait beaucoup plus artisanale et expérimentale. Or, le cinéma portugais révolutionnaire va être, même s'il y a cette dimension collective et même s'il y a cette transdisciplinarité, va être un cinéma documentaire pour une partie relativement classique dans les pratiques, avec des métiers qui restent un peu cantonnés à leur poste. Donc voilà, là je trouve que étonnamment la force de l'expérimentation voulue et défendue par Ernest Sosa, on va la retrouver un petit peu moins parfois dans les films suivants. C'est pour ça que je pense que lui, à ce moment-là, il se tourne plutôt vers des formes plus radicales, plus expérimentale avec Ana Atterley ou Fernando Callejon, comme je l'ai dit. Et puis, il y a quelque chose aussi, on étudie toujours la période des années 70 comme étant une période, en tout cas au niveau du cinéma, justement où la figure de l'auteur, je reviens à cette idée-là, disparaît un petit peu. La figure
dans le nouveau cinéma portugais, c'est presque aussi la figure du producteur qui était mise en avant, puisqu'il y a eu un grand producteur au Portugal qui a permis de lancer le nouveau cinéma portugais, même si lui, en fait, il voulait être réalisateur, c'est António da Cunha Teles, mais il a été le producteur de la plupart des films du nouveau cinéma portugais. La Révolution arrive et finalement l'auteur, j'allais dire c'est tout le monde, mais presque, mais c'est aussi surtout le collectif. Et finalement, très vite, la figure de l'auteur va revenir après. Et puis, je pense qu'au Portugal, dans le champ du cinéma, la figure tutélaire de ça, c'est Manuel de Oliveira, qui va être le grand cinéaste portugais dans les années 80. Et donc, il y aurait eu une disparition de la figure de l'auteur. Et en même temps, peut-être que là, c'est une contradiction ou un paradoxe que Ernesto Sousa soulève aussi, c'est ces figures au Portugal d'artistes et de théoriciens qui vont couvrir vraiment un champ extrêmement large de pratiques, puisque comme voilà, je reviens finalement à ce que Raquel a dit au départ aussi, enfin ou à un moment donné, il a été critique, il a été théoricien, il a été commissaire d'exposition, il a été photographe, c'est un artiste protéiforme, presque une figure de l'artiste total aussi, d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu moins retrouvé aussi dans les années 70 et dont l'héritage est difficile à cerner puisqu'il va irriguer tout un tas de pratiques. Et je pense que c'est comme ça que aussi dans cet article, on a tous participé d'une façon ou d'une autre et que Raquel nous a permis d'irriguer d'une certaine façon, chacun dans sa pratique, comment Ernesto Sousa a encore une influence aujourd'hui ou a pu fonder un certain nombre d'éléments importants dans les pratiques, écrire un certain nombre de textes qui restent encore des références dans chacun des champs dont la plupart des auteurs qui sont dans cet entretien sont issus. Voilà, je sais plus si on a encore le temps, mais peut-être que tu peux parler de... C'est un film élargi, pour reprendre la notion de Jean Youngblood, c'est-à-dire un film performatif pour être projeté sur plusieurs écrans, sur 3 écrans précisément, une modalité de projection que reprend certaines expériences qui ont été développées tout au long de l'histoire du cinéma, notamment dans le Napoléon d'Abel Gance, ou encore dans certaines expériences développées dans les années 60 et 70 par Edgar Wright et Stan van der Beek. Donc c'est un film très expérimental qui visait à créer un public participant, et ça s'inscrit un peu dans la ligne de ce que Michael vient de dire. Donc d'une part, une expérimentation très profonde, c'est que bien évidemment pourrait créer une barrière par rapport au public, mais d'autre part une volonté profonde, extrême, de créer un public participant, de ne pas exclure le public de la production artistique, mais de faire le public un collaborateur. On peut dire que parfois on est même dans un système de co-représentation, c'est-à-dire de représenter ensemble, de produire des expériences cinématographiques qui visent à supprimer la barrière de compétence et l'opposition entre sujet et objet, auteur et public. Alors, ce film, Almada, un homme de guerre, est un film interdisciplinaire, ou transdisciplinaire, qui articule les arts graphiques, la poésie, la musique et la peinture, et bien évidemment le cinéma. À propos de ces films, Ernesto de Sousa a écrit un manifeste intitulé Anti-cinéma. Donc le titre est déjà expressif de cette démarche d'aller au-delà du cinéma ou au-delà de l'art, de mettre en péril l'autonomie de la sphère artistique. Et donc, dans cette réflexion sur ces films dédiés à Almada Negreiros, donc le grand peintre du modernisme portugais, le lecteur de ces manifestes est incité à compléter les phrases et la ponctuation. Donc il y a un appel à une lecture collaborative ou à une lecture opérative, pour reprendre à nouveau cette notion d'opération et d'opérateur esthétique. Une idée qui, à nouveau, telle que Michael l'a souligné, renvoie vers la conception collectiviste de la production artistique d'Ernesto de Sousa.
Alors, je cite Ernesto de Souza dans ses manifestes. Il invite le lecteur et le spectateur à une autre forme de travail collectif, un art collectif, un art de la participation, un art ouvert ou un anti-art, avec le but de détruire ou reconstruire le cinéma. Donc il y a toujours cette ambiguïté, cette tension dialectique entre construction et reconstruction, comment supprimer le cinéma tout en affirmant le cinéma. Donc sa pensée et sa praxis artistique sont très dialectiques. Alors, dans ces manifestes, comme dans le film, le cinéma est affirmé comme un processus de co-création et d'échange, ce qui met bien évidemment en question l'extériorité de l'objet filmique au récepteur et ouvre la possibilité d'un décentrement des perspectives en lien avec les expériences mondiales de collectivisation de la production cinématographique de cette période historique. Dans les années 60 et 70, il y avait déjà eu bien évidemment des expériences précédentes, comme même dans les années 10, le cinéma du peuple d'Armand Guerra, mais dans les années 60 et 70, le collectif de cinéma prolifère au niveau mondial avec le groupe Dziga Vertov de Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin en France ou le groupe Ciné Libération en Argentine. Donc il y a plusieurs exemples. Donc cette conception collectiviste s'inscrit dans toute une généalogie du collectif et de la collectivisation comme mode de production cinématographique. Et cela est en lien également avec les intentions d'Ernesto de Souza au moment où il a organisé l'exposition Alternativa Zero. Je cite Ernesto de Souza à nouveau qui dit à propos de l'exposition que celle-ci visait à démontrer que l'objet d'art est d'importance mineure par rapport au sujet impliqué dans l'activité esthétique, par rapport au processus esthétique. Donc ça nous renvoie en plus de cette idée de collectivisation ou de co-création, aussi vers une idée de dématérialisation de l'objet d'art, parce qu'on parle du processus artistique au-delà de l'objectualité ou de la matérialité des œuvres d'art. Donc j'aimerais juste vous montrer un petit extrait du film Almada, un homme de guerre, un film qui a comme intention première celle de revoir critiquement le premier modernisme portugais. Il n'y a pas de son. Ouais. Ah non, mais cette copie, elle n'a pas de son. J'avais oublié, oui. Donc la projection était originellement accompagnée par la musique jouée en vie, jouée en direct, mais la copie n'a pas de son. Alors c'est juste un petit extrait, mais que je pense exemplifie et démontre la variété stylistique et la structure narrative de ces films qui combinent des scènes qui montrent Almada Negreiros travaillant dans son dossier, il peint, il dessine, etc. Avec des scènes comme celles qu'on a vues des poissonnières de Lisbonne, qui ont presque une dimension ethnographique et certainement une dimension documentaire.
et même disons, une dimension qui nous fait penser au néoréalisme italien, Stromboli par exemple de Roberto Rossellini, et puis il y a des scènes vraiment expérimentales qu'on peut mettre en rapport avec les expériences qui étaient développées à l'époque par des cinéastes comme Andy Warhol aux États-Unis, Andy Warhol dans la dimension cinématographique de son œuvre. Donc, je pense que c'est vraiment un film qui synthétise plusieurs généalogies et plusieurs héritages. Un héritage plus européen, le documentaire européen des années 30-40, notamment l'école britannique, mais aussi des influences du cinéma expérimental nord-américain de cette époque pour créer quelque chose de différent, très avant-gardiste, mais à la fois très ancré dans le champ social. Et donc, je pense que c'est la singularité de ces films et la singularité de l'œuvre de Ernesto de Souza dans son ensemble. Un autre aspect très intéressant de ces films qu'on ne peut pas voir à travers ces courtes séquences, c'est qu'il y a un travail systématique du rapport entre cinéma et peinture. On peut dire même que le cinéma est dans un devenir peinture et que la peinture est dans un devenir cinéma. Donc ça fait même penser aux théorisations historiques du rapport entre les différents arts, lutte, pictura, poiesis de Lessing, et à la manière dont cette idée d'une équivalence ou d'une différence entre les arts a traversé l'histoire de la théorie artistique en Europe. Et c'est un film qui exemplifie surtout cette idée d'Ernesto de Souza dans l'anti-cinéma, comme j'ai dit avant, une proposition qui se centre sur un décentrement du tableau-objet et du film-objet de la matérialité pour, disons, remplacer la matérialité de l'objectualité du cinéma et de la peinture par un accent qui est mis sur les processus artistiques. Donc, pour conclure, l'expérimentalisme de ces films et tous les aspects soulignés antérieurement font d'Ernesto de Souza l'un des artistes et l'un des penseurs de l'art les plus importants de son temps au Portugal et au niveau international.